Olivier Rafovitz, bonsoir. Vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne, chercheur au JISS. La question que l'on se pose, d'abord à un niveau purement tactique pour l'armée russe. Elle donnait l'impression, dans les premiers jours de cette opération d'invasion, eh bien, de ne pas remplir ses objectifs face à une population ukrainienne déterminée à défendre sa liberté et sa patrie, et qui fait preuve parfois d'un réel héroïsme. Tout à fait. Et ça, ce sont des considérations que l'on doit avoir à l'esprit pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Est-ce que, étant donné cette espèce d'échec relatif de l'armée russe dans les objectifs qu'elle s'était donnés, on peut s'attendre, on peut craindre plutôt, eh bien, que les troupes russes n'hésitent plus à employer une puissance de feu incomparablement plus grande que celle qui a été utilisée jusque-là? Alors il est vrai que dans les premiers jours, on a pu penser, on a pu croire, sans connaître les programmes et les plans de Poutine, qu'il voulait faire une espèce de blitzkrieg, une opération éclair de toute puissance pour militairement conquérir l'Ukraine. Or, ce n'est pas tout à fait le plan, parce qu'il semblerait qu'il n'a pas envie de détruire l'Ukraine, ni de tuer des millions de civils, même si l'autre côté veut le dire. Par contre, il y a depuis quelques jours une avancée des forces russes, un recul des forces ukrainiennes, et si vous me permettez, je pense qu'on est dans un style de guerre d'usure et d'intimidation. Le but est en fait d'assiéger, non pas de détruire ou de conquérir, mais d'assiéger, de bloquer. On le voit à Mariupol, on le voit bientôt, on va le voir à Odessa avec des forces maritimes alliées à des forces aéroportées, on le voit autour de Kharkiv, on le voit bientôt, encore une fois, si le plan est celui que l'on croit, autour de la ville de Kiev. On voit également le fait qu'ils veulent prendre les 15 centrales nucléaires qui se trouvent sur le territoire ukrainien, dans des places extrêmement importantes. Ils n'ont pas encore pris tous les aéroports et toutes les places liées à l'armée de l'air ukrainienne. Il y a une opposition, il y a une armée ukrainienne, il y a des milices, il y a une position populaire, mais depuis 2-3 jours, l'avancée des Russes est de plus en plus importante. Ils mettent d'autres forces. Il faut savoir qu'au départ, c'est pas 300 000 ou 200 000 hommes qui sont entrés en Ukraine, c'est beaucoup moins. Et ils pensaient effectivement qu'avec moins d'hommes, on pouvait arriver à ce résultat de sidération. Voilà, de sidération et de stupéfaction qui allait paralyser les forces ukrainiennes. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Mais est-ce que cela implique pour l'armée russe et pour Vladimir Poutine de ne reculer devant rien, y compris des bombardements massifs sur des populations civiles, pour les effrayer, pour les décourager? Encore une fois, je vais être prudent, hein. Je n'ai pas les plans de Poutine, mais d'après les analyses que j'ai lues et que je vois avec d'autres que nous analysons, Poutine n'a pas envie de faire une guerre totale à l'Ukraine. C'est pas Grozny, c'est pas la Tchétchénie, c'est pas détruire Alep en Syrie. Étant donné que les populations ukrainiennes et russes sont très semblables, et Poutine ne cesse de le répéter. Et deuxièmement, il n'a pas envie d'arriver à ce résultat-là. Maintenant, ce qu'il veut, lui, c'est remplacer le gouvernement de Kiev, le gouvernement du président Zelensky et tous les ministres, par un autre gouvernement pro-russe, pro-Poutine, semble-t-il, l'ancien président qui était en place à l'époque, qui a été destitué lors des dernières élections. Et cette opposition de la population, j'allais dire civile, mais dans son ensemble, cette détermination des Ukrainiens, cet héroïsme que le monde entier leur reconnaît, et puis cette figure du président Zelensky qui est devenu une espèce de héros international, une des personnalités les plus populaires au monde aujourd'hui. Est-ce que tout cela n'augure-t-il pas une capacité de résistance sur le long terme très forte des Ukrainiens contre une armée russe qui est composée de conscrits qui, très souvent, d'après les rapports qui nous parviennent, n'ont pas la moindre envie de combattre des gens qui leur ressemblent tant, les Ukrainiens? Écoutez, encore une fois, je vais essayer de faire un peu de prospective, si vous me permettez. La première chose, c'est que Poutine n'a pas envie de faire une opération invasion puis occupation avec 1 million de soldats russes en Ukraine. C'est pas ça qu'il veut. Il veut remplacer l'Ukraine, enfin le gouvernement ukrainien. Il veut placer des hommes à lui, et également des Ukrainiens de l'Est qui pourraient faire le travail à la place des soldats russes. Il ne veut pas répéter l'Afghanistan et les 26 000 morts russes de l'époque, même s'il y a déjà des milliers de morts russes selon différentes estimations. Ce qu'il veut, c'est encore une fois arriver à un objectif qui est un objectif non pas militaire mais politique. Il faut savoir que dans toutes les guerres, et dans ce type de guerre-là, il y a un objectif qui est politique. C'est
de repousser l'OTAN, de repousser l'Union européenne, de repousser les intérêts américano-européens bien loin des frontières de l'Ukraine, je dis bien de l'Ukraine, pas seulement de la Russie, et créer un remplacement qui ensuite sera négocié. Il se peut qu'il y ait assez rapidement, je dirais, un retour des forces russes avec d'autres forces qui les remplacent, peut-être des forces belarusses, peut-être même, si vous permettez, on parle même d'un découpage de l'Ukraine. Peut-être que l'Ukraine va être découpée en deux, une partie est et une partie ouest. C'est pas encore très clair, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne veut pas aujourd'hui faire un blitzkrieg, bombarder les villes de manière, je dirais, totalement irresponsable et créer ici, bien au-delà de ce qui fait une catastrophe qui est là déjà, mais encore pire. Je ne pense pas que c'est l'objectif de Poutine. Il est suffisamment intelligent et suffisamment au courant de ce qui se passe, et encore une fois, il considère les Ukrainiens comme des frères, comme les enfants de la mère Russie, ne l'oublions pas. C'est là toute la contradiction de son projet. On ne peut pas décemment lancer une armée sur un peuple que l'on considère comme étant intégralement, faisant partie intégrante de son propre peuple et de sa propre nation. Là, la nuance, lorsque vous lisez les plans et la propagande russe et la presse russe, il n'est pas en guerre avec le peuple ukrainien. Il ne veut pas remplacer l'Ukraine par la Russie. Il veut que l'Ukraine revienne dans la mère patrie, ce qu'on appelle Ima Russia, la mère russe, vous connaissez ce terme en russe, et remplacé par contre un gouvernement qui, pour lui, représente non pas les intérêts de l'Ukraine, mais les intérêts de l'étranger. Encore une fois, c'est la propagande, c'est la politique, mais c'est également une vision russe d'un empire, d'une grande puissance qui veut s'approprier des régions qui lui semblent être naturellement dans l'espace politique et l'espace culturel russe. Olivier Rafovitz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait part de cette déception quant à l'attitude d'Israël et de son premier ministre Naftali Bennett. Est-ce qu'il est battant pour Israël de se débarrasser de cette espèce d'attitude qui consiste à marcher sur des œufs en permanence et de soutenir plus ouvertement les Ukrainiens qui sont en lutte en leur fournissant, pourquoi pas, du matériel militaire défensif, ne serait-ce que des casques et des gilets pare-balles dont il manque cruellement? D'abord, il y a de l'aide israélienne à l'Ukraine. De l'aide humanitaire uniquement. Très importante, peut-être la plus importante de tous les autres pays. Il y a également des relations qui font qu'Israël a une position privilégiée entre la Russie et l'Ukraine. Ils peuvent parler à la fois aux Ukrainiens et à la fois aux Russes de la même manière, dans la même heure, et sans qu'ils soient vus trahissant un camp ou l'autre. Maintenant, de vouloir impliquer militairement, vous savez, quand on commence à envoyer des armes défensives elles tuent également, vous savez. Un missile antiaérien peut également tuer. Oui, mais Israël ne peut pas se permettre. D'ailleurs, Tzahal a demandé à M. Bennett, au Premier ministre israélien, c'est une position de l'armée israélienne, d'être extrêmement prudent quant à une aide militaire à l'Ukraine qui pourrait compliquer, je dirais, la relation encore plus compliquée en Syrie face aux menaces iraniennes du Hezbollah et la Russie. Olivier Rafovitz, colonel de réserve de l'armée israélienne, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions.